Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et suis très heureux de vous retrouver pour cette fat interview. Et quand je dis fat, c'est fat, puisque nous partons à la rencontre du pionnier du surf français, celui qui en 1957 fut le premier français à surfer à Biarritz, Joël de Ronet. Vous allez découvrir une personnalité absolument hors du commun. À 83 ans, Joël est toujours un surfeur complètement accro. Sa passion ne l'a jamais quitté et son expérience de surfeur est unique. Son parcours pro est tout aussi extraordinaire. Docteur en sciences, ancien chercheur et enseignant au MIT ou encore directeur à l'Institut Pasteur. Joël a aussi écrit de nombreux ouvrages comme Surfer la vie ou plus récemment Petit éloge du surf, un ouvrage passionnant sur le surf et ses débuts. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Joël de Ronet, tonton surfeur. Bonjour Joël, bienvenue sur Mordu. Salut. C'est un immense honneur, je suis vraiment très content et merci encore de nous donner ce temps. On va parler de surf, on va parler de skate, on va parler un peu de science, on va parler de médias, on va parler plein de choses. Mais moi, s'il y a vraiment une impression générale qui se dégage, c'est la bienveillance et l'optimisme qui se dégagent de toi. Et j'avais envie pour commencer, de te demander, c'est quoi la pensée qui te rend heureux le matin ? Ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir aider les gens. C'est de pouvoir être utile en donnant aux gens envie du futur et leur expliquant les technologies du monde dans lequel on est aujourd'hui et pourquoi ces technologies vont les aider dans leur vie de demain. Tu es le pionnier du surf en France, donc déjà, rien que sur le surf, tu as permis à des milliers, voire des millions de pratiquants en France de découvrir le surf et d'en profiter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter, pour qu'on commence à placer tout ça dans un historique, ta première session ? Ma première session, elle s'est déroulée en 1957. Je faisais déjà du planquis à plat ventre sur une planche recourbée en contreplaqué, donc je savais prendre les vagues, mais je m'étais pas encore mis debout. J'ai simplement vu un film à la salle Playel, il s'appelait Hawaï, île de rêve, fait par un Basque, qui s'appelait Jacques Chegaray, et ce film m'a complètement motivé. Je faisais déjà beaucoup de ski de compétition, et ce film m'a motivé. Je me suis dit, maintenant c'est le surf, il faut pas le faire à plat ventre, il faut le faire debout. C'était en 1957, je me suis mis à essayer de chercher des planches partout, et je suis tombé sur un Américain, Peter Wirtel, qui était un scénariste américain en vacances à Biarritz, et qui avait une planche de surf, qui m'avait fait venir de Californie, et qui m'a prêté pendant 3 mois, mes 3 mois de vacances d'étudiant. Donc la première fois que tu arrives avec ta planche de surf, t'as quel âge à ce moment-là ? En 57, j'ai 20 ans. 20 ans, et donc tu vas essayer pour la première fois, tu y arrives directement ? Non, j'y arrive pas du tout. Je pique ou je suis trop en arrière. Alors j'ai mis beaucoup de temps à m'habituer. Il y a des étudiants américains qui étaient à l'université de Bordeaux qui sont passés sur la plage et ils m'ont dit non, il faut pas se mettre comme ça. Il faut pas mettre les 2 pieds de côté sur la plage. Il faut mettre un pied devant, un pied derrière, en quelque sorte en étant en appui sur la planche plutôt qu'en ayant les 2 pieds latéralement, ça marche pas. Ah oui, toi tu montais au début, tu t'es dit je vais monter sur le longboard et mettre 2 pieds joints face à la descente quoi. Une erreur totale. Il faut un pied devant, un pied derrière. Et ils m'ont dit il faut mettre de la paraffine parce que vous avez une bougie. J'ai dit oui, j'ai une bougie. Ils ont dit frottez de la bougie sur votre planche. Et puis voilà, avec ces 2 idées, un pied devant, un pied derrière et de la bougie, j'ai commencé tout seul. Et du coup la planche elle faisait quelle taille ? La planche elle devait faire 3 mètres à l'époque. Mais c'était comme les planches de maintenant, comme les longboards de maintenant. D'accord, et elle pesait lourd, c'était déjà des... Non, elle était déjà pas mal, c'était une planche en balsa, ouais. Et recouverte de polyester, elle était très légère, elle était vraiment bien pour l'époque. Donc à l'époque, effectivement, il y avait pas forcément c'était pas connu qu'il fallait mettre de la wax pour adhérer. Je crois qu'il y avait pas de leash non plus. Non, il n'y avait pas de leash non plus du tout. C'est une planche qui avait été cassée, qui s'était cassée sur les rochers. Le nez de la planche avait été cassé. Il a été réparé par un inventeur, bricoleur, fabricant aussi de planches en gonflable, qui s'appelait Georges But. Il a réparé cette planche et Peter Wirtel me l'a prêté pendant 3 mois. Est-ce que très rapidement, il y a d'autres personnes qui, te voyant, tes potes ou des gens qui habitaient, je crois que c'était à Biarritz d'ailleurs, ces premières sessions. Évidemment, moi j'avais des tas de copains qui faisaient du surf avec moi, mais à plat ventre ou avec des matelas, ou avec des pirogues.
avec des pirogues, des matelas ou à plat ventre. Dès qu'ils m'ont vu debout sur ce truc-là, ils ont accouru sur la plage, ils sont venus, dont un type qui s'appelait Michel Barlan, qui a pris les mesures de ma planche et qui a dit je vais en fabriquer, ça va devenir la folie ce truc. Et voilà, donc j'ai été accueilli par une série de copains de la plage qui étaient stupéfaits de me voir tenir debout sur ce truc. Pour bien comprendre, là, donc tu faisais du planqui, c'est ça, avec ou de la pirogue avec les copains déjà. Donc on est dans la fin des années 50. Il y a déjà beaucoup de monde à l'eau. Il y a une pratique balnéaire qui est déjà importante. Il y a eu beaucoup de monde à l'eau pour le body surf, pour le surf avec des pirogues. Déjà, le surf, c'était une grande tradition des Basques, de la côte des Basques. Hein. Le surf, c'est pas un truc nouveau, c'est pas arrivé avec les Américains. C'était déjà là, mais c'était le surf en planche debout qui était nouveau. Tu as écrit un livre qui s'appelle Petit éloge du surf, qui est un livre d'une centaine de pages et qui remet en perspective les débuts du surf, tout ce qui s'est passé. Il est hyper intéressant, je le conseille à tout le monde. Un des passages, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est toute la description de l'esprit d'Aloha, puisque effectivement, il y avait déjà cette culture, cette tradition du body surf au Pays Basque. La nouveauté, c'était la planche de surf debout, et il y avait aussi un peu cet esprit, pour le coup, qui était plutôt importé d'Hawaï. Oui, bien sûr, mais tu sais, c'est ce que j'ai dit aussi dans le livre, c'est que le surf, c'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie alternatif, c'est un mode de vie qui ressemble à la vie elle-même, parce que la vie est une vague, et sur cette vague, on doit être en équilibre contrôlé, et donc le surf est un excellent apprentissage de la vie, de la compétition, de la concurrence, de la prédiction. Donc c'est aussi un esprit, le surf, c'est l'esprit d'Aloha. L'esprit d'Aloha, c'est la communion avec la nature, c'est la protection de l'environnement, c'est le respect des autres. Et l'esprit d'Aloha, il devrait toujours être à l'œuvre dans le surf, alors qu'on voit malheureusement beaucoup de gens très égoïstes sur les vagues, beaucoup de gens qui viennent que pour l'été, qui viennent de loin souvent. Quand il y a une vague, c'est leur vague, et ils ne considèrent pas du tout les autres qui sont sur la vague. Moi, j'ai un esprit de bienveillance avec mes copains, parce que je surfe depuis tellement longtemps que je laisse tous les gens surfer, je laisse les gens passer devant moi, et je me dis, après, ce sera mon tour. Mais beaucoup de gens ne sont pas comme ça, ils sont égoïstes, égocentriques. Oui, ça, je t'avoue, tu vois, ça m'intéresse d'en parler avec toi, puisque à la base, je suis pas un surfeur, je suis un surfeur très moyen, je fais d'autres sports de glisse, mais j'adore le surf et c'est une passion assez récente et j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a une particularité pour les gens qui débarquent dans le milieu, c'est que on se sent pas toujours super bien accueilli. Il peut y avoir des gens avec un peu les mâchoires serrées, qui jettent des sales regards et tout ça, et ça n'a pas toujours été comme ça. Non, malheureusement, c'est vrai, de plus en plus vrai, parce qu'il y a de plus en plus de monde, ça a de plus en plus de succès, et les vagues sont rares, et le temps pour profiter des vagues devient rare aussi, et donc ce qui est rare est compétitif, et les gens se bagarrent pour avoir les vagues. Et donc, moi, je contribue avec beaucoup d'autres à avoir fait pas mal de publicité pour le surf. Je m'en veux un peu d'en avoir tellement parlé. Alors, c'est sûr qu'il y a maintenant trop de monde, c'est sûr. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Il faut que tout le monde en profite. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Tu as des idées pour que la cohabitation entre débutants, experts, locaux, touristes se passe mieux? Je crois que le mieux, si tu veux, c'est les spots avec des endroits réservés. Plus tu connais les bons spots, plus tu connais les conditions de vent, plus tu connais les conditions de marée, plus tu peux surfer tranquille, sans trop de monde, sans gêner les gens. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Moi, j'ai une grande expérience. Je regarde la météo sur Internet, je regarde les webcams, je sais exactement où aller avec mes amis. Je surfe dans des conditions où il n'y a pas trop de monde, où les vagues sont bonnes. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette expérience. Donc, ils vont à l'endroit où il faut aller. À la côte des Basques, l'été, il y a 300 personnes dans l'eau. C'est impossible de surfer. Donc, il faut être sélectif. C'est ce que je fais moi. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Parce que Joël, alors, tu as commencé le surf à 20 ans. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as aujourd'hui? 83. 83 ans, et donc tu continues de surfer? Ah, bien sûr. Je surfe pas 3 heures par jour comme je faisais avant, 1 heure ou 1 heure et demie ou 2, mais bien sûr je continue. Mais genre, t'arrives à te caler combien de sessions par an à peu près, pour qu'on se rende bien compte? Dans l'année ou dans la journée? Dans l'année. Dans l'année, je fais des sessions tous les jours quand c'est bon. Quand je vais l'été, dès que c'est bon, je vais surfer. Même si c'est pas bon, je vais surfer parce que ma théorie, c'est que m'a appris Nat Young, c'est quand tu vas surfer quand c'est mauvais, quand c'est bon, c'est encore meilleur. Je fais pareil. Et alors, j'en déduis que tu es toujours aussi accro, toujours aussi mordu? Toujours aussi mordu, toujours aussi entraîné. Je fais beaucoup de poids, beaucoup de machines. J'ai des machines à la maison, à la fois du vélo, des bras. J'ai un rameur, donc j'arrive à entraîner l'été.
Et comme j'en fais aussi parfois l'hiver, donc j'entraîne mes muscles, donc je suis jamais fatigué. Dans une deuxième partie, on va parler de ta casquette de scientifique, de chercheur. En sous-jacent, moi je me demandais, tu as fait beaucoup de recherches, est-ce que tu sais expliquer pourquoi tu es aussi accro Accro à quoi? Au sport ou à la recherche? au surf? Ah ben, c'est une drogue. C'est comme c'est une addiction, le surf. Une addiction comme une addiction, comme des drogues douces que les gens prennent, hein, comme la cigarette, un peu d'alcool, ou des bonbons ou du chocolat. Donc le surf, c'est une addiction et on est addict. Moi, je suis un addict au surf et je m'en veux pas pour ça, au contraire. Je suis prosélyte, j'essaye de communiquer à tout le monde mon enthousiasme et mon plaisir. Donc voilà, c'est une addiction, une bonne addiction. Est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir de session de surf? Oh, j'en ai beaucoup, mais enfin bon, si tu veux, je peux donner des bons souvenirs. Un de mes meilleurs souvenirs, c'était à Hawaï avec Joey Cabell, un grand surfeur, un copain à moi, à une plage qui s'appelle Haleiwa, une gauche complètement creuse avec des tubes. Donc c'est un souvenir inoubliable. Je me souviens aussi de la plage de Tamarin à l'île Maurice sur le récif où j'ai été avec mon frère Arnaud, alors que tout le monde surfait sur la vague, le shorebreak de la plage. Nous, on a eu l'idée de ramer 500 mètres plus loin et d'aller carrément sur le récif loin de la plage, surfer les vagues sur le brisant. Ça, c'est des souvenirs extraordinaires parce qu'il y avait encore personne. La vague était creuse, transparente, et sous nos pieds, on voyait le récif à même pas 1 mètre. Oui, alors tu t'évoques la vague de Tamarin. Il y a une particularité de cette vague que tu évoques. Déjà, la première, c'est que je crois savoir que tu as des racines, toi, avec l'île Maurice. Oui, je suis né à l'île Maurice. Et Tamarin, c'est une des plus belles vagues au monde. Oui, Dont pas beaucoup de monde peut profiter parce que aujourd'hui elle est un peu préemptée il y a un peu un gang de locaux. Alors je sais pas à quel point c'est de la légende urbaine ou pas, mais il y a je crois que c'est je sais plus si c'est les Blacks ou les White Shorts. les Black Shorts de rendre la vague impossible. Si tu connais pas les gars et tu n'as pas téléphoné à l'avance pour dire que tu venais et que tu es un Mauricien et que tu es un ami, ils te laissent pas surfer. Les locaux sont horribles. Il y a des bagarres. Et toi quand tu y vas, t'es tranquille? Moi, ça va, je les connais, ils me connaissent, ils savent que je suis né à Maurice, que je suis de la famille, et je les connais tous. Je connais, c'est des Malacs, des Harel, des de Froberville, je les connais tous, ils ont des campements sur le bord de la plage, et donc il n'y a pas de problème. Effectivement, la vague de Tamarin, quand on voit les images et tout ça, elle est absolument... C'est qu'on l'avait appelé Santosha avec Joey Cabell. Santosha, Santosha. Excellent, excellent. Vous avez été les premiers à la surfer, cette vague? Oui, absolument. On était les premiers, les gens surfaient le shorebreak sur la plage de sable. Et nous, on a dit, il y avait une belle vague là-bas sur le récif. Comme on avait la trouille de se râper sur le récif et de prendre des oursins, on a mis des combis complètes, on a crevé de chaud, on a mis des combis intégrales pour ne pas s'écorcher sur les récifs. Donc j'ai un drôle de souvenir de mes débuts de surf à Tamarin avec Arnaud et des combis complètes avec la chaleur de l'île Maurice. Je me permets peut-être de préciser aux auditeurs qui ne te connaissent pas, ton frère Arnaud de Ronet, qui était lui aussi un pionnier et une figure des sports de glisse, puisque il a initié le surf avec toi. Il a fait aussi beaucoup de windsurf. Beaucoup de aussi, et il a disparu en 84 en tentant la traversée du détroit de Sakhaline, et on l'a plus revu. Quand vous découvrez cette vague de Tamarin, c'était qui la tête brûlée des deux? C'était toi qui avais les idées, puis c'était lui qui dropait en premier, ou comment ça se passait? J'étais toujours le plus allumé, il est plus jeune, il avait 9 ans de moins que moi, donc moi j'étais allumé et je l'entraînais, je disais viens avec moi. Donc c'était moi qui étais allumé, qui voulait aller absolument surfer cette vague qu'on voyait du bord loin, transparente, très creuse, offshore, et on se dit il n'y a pas de doute, il faut y aller, c'est là-bas que ça se passe. Il y a un deuxième sujet sur lequel tu as été pionnier, c'était le skateboard. Je voulais t'en parler parce que ça tombe bien qu'on enregistre aujourd'hui, puisque je viens de me faire une grosse luxation à l'épaule en tombant en skateboard. Et je voulais voir si on pouvait voir avec ton assurance, parce que t'es un peu responsable de tout ça aussi. Oui, si tu regardes sur mon site web avec les origines du surf et les origines du skateboard, tu vas trouver le premier skateboard sur le Trocadéro, le long des mâts du marché de l'avenue du président Wilson. J'ai une veste en tweed, je suis en train de faire ça, c'est pas très classique de l'équipement du skateboarder. Enfin, j'ai ramené le premier skateboard d'Australie après les championnats du monde que j'ai été faire en Australie en 64. Et on m'a donné un skateboard, je l'ai ramené en France et j'ai été voir les patins de à roulettes Midon et je leur ai dit ça va être une révolution. Il faut absolument
à côté des patins, fabriquer des skateboards avec des roues en caoutchouc ou des roues qui font pas de bruit. Ils m'ont dit mais non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gens vont jamais s'y mettre. Et ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas voulu. C'était pourtant les fabricants numéro un. Midon, c'était les fabricants numéro un de patins à roulettes de toute l'Europe. Alors là, tu décris quelque chose qui est absolument, enfin moi que je trouve absolument extraordinaire, c'est le fait de découvrir un sport, de découvrir un spot. Hein. Moi, je sais que les quelques fois où ça m'est arrivé d'avoir l'impression, en tout cas, d'être le premier à rider quelque part, ou après avoir cherché sur Google Maps, d'être tombé sur un endroit où tiens, je peux faire du kite, tiens, je peux faire du surf. C'est toujours l'impression de découvrir une vague, elle est toujours extraordinaire. Est-ce que le fait que toi, jeune, tu aies pris plaisir et goûter à ça, c'est-à-dire au goût de la découverte et au fait de partager avec le plus grand nombre, est-ce que ça t'a donné goût à ce que tu as fait par la suite, c'est-à-dire à commencer une carrière de scientifique et aussi un peu de vulgarisateur? Mais j'ai toujours eu ça depuis très petit, le goût de partager, d'expliquer, de partager. Ma sœur m'appelait le petit prof parce que chaque fois que j'avais quelque chose qui me plaisait, je voulais l'expliquer à tout le monde, je voulais que tout le monde fasse comme moi. Je suis à la fois prosélyte et pédagogue. Et donc le surf, ça a vécu la même histoire. Dès que j'ai commencé à en faire, que j'en ai tiré le plaisir que j'en tirais, j'ai voulu convaincre les gens d'en faire. Et donc je suis devenu pédagogue, expliquant aux gens le surf, j'ai donné des leçons à plein de gens. Voilà, donc c'est ma nature. Je suis prof et prosélyte. Tu as fait des études absolument impressionnantes, avec un doctorat en chimie, me semble-t-il, une thèse, je crois, au MIT. À l'Institut Pasteur, j'ai fait ma thèse de doctorat en sciences et je suis parti au MIT aux États-Unis faire ce qu'on appelle un postdoc, c'est-à-dire des études postdoctorales après être docteur en sciences. On appelle ça postdoc aux États-Unis, postdoc. Et par la suite, hein, voilà, donc tu as étudié plein de choses, super intéressantes. J'en ai pris quelques-uns. On va pas pouvoir parler de tout parce que c'est très riche, mais j'ai voulu prendre deux thèmes qui se rapprochent de ce qu'on traite ici sur Mordu. Le premier, hein, c'est l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est un terme dont on entend pas mal parler. Hein. Moi, j'en ai encore entendu parler hier à une réunion de travail où quelqu'un me parlait de l'épigénétique, qui est une pratique que tu as contribué à initier. Oui, c'est plus récent. Moi, j'ai d'abord beaucoup travaillé en chimie. J'étais chimiste organicien. J'ai fait la relation entre la chimie et la biologie. La chimie, la biologie et les nanotechnologies. Donc, c'était mon secteur de prédilection pendant 10 ans. Et puis, progressivement, il y a une quinzaine d'années, je me suis passionné pour l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la manière dont on peut transformer l'expression de ces gènes par son comportement. J'ai même écrit un livre là-dessus qui s'appelle La symphonie du vivant. Et l'épigénique, c'est devenu un de mes dadas et un objet de conférence. Je suis appelé dans le monde entier pour faire des conférences sur ce sujet, des émissions de radio et de télévision. Et j'ai écrit de nombreux articles que tu trouveras sur mon site web www.deroné.com. Est-ce que l'épigénétique permet d'expliquer? Moi, ça m'a toujours fait halluciner. Il y a des basketteurs adolescents, mais qui, à un moment de leur carrière, se mettent à pousser, mais de manière incroyable. Et j'ai entendu des entraîneurs ou des parents dire « Ah oui, quand il avait 14 ans, il était très motivé, il s'est beaucoup entraîné et puis il a grandi. » Et ça, moi, j'ai jamais réussi à comprendre pour moi, la taille, elle était un peu inscrite dans nos gènes. Alors, on pouvait un peu se tasser, un peu s'étirer, mais est-ce que l'épigénétique permet d'expliquer comme ça qu'on puisse prendre 10, 15, 20 centimètres très rapidement? Bien sûr, ça explique complètement la transmission des caractères acquis des parents vers les enfants, et ça explique aussi l'effet que tu peux faire sur toi-même en contrôlant tes gènes. Il y a un cas extraordinaire en ce moment, ce sont les éléphants qui naissent avec très peu de défense, presque sans les défenses en ivoire, parce qu'ils savent, entre guillemets, leurs gènes savent qu'on les tue pour leur défense. Et donc, les éléphants qui naissent jeunes, les nouveaux, ont à peine des défenses en ivoire. L'épigénétique. Ah, et donc j'imagine que c'est un effet complètement exponentiel sur l'étude de l'évolution, en fait. Une fois qu'on a compris ça, on comprend... Absolument. Et puis, surtout l'effet de la nutrition sur la modification des gènes, ce qu'on appelle la nutrigénomique. Par exemple, on sait que les abeilles, avec l'acide folique, les ouvrières peuvent se transformer en reines. Donc déjà, tu vois la différence d'une ouvrière et une reine grâce à simplement l'acide folique, c'est-à-dire la consommation de ce que tu consommes. Donc imagine l'importance de la nutrition dans le ventre de la mère pour l'embryon, mais la nutrition chez les jeunes enfants, l'importance de la nutrition pour le développement de leur cerveau, dont on sait maintenant l'importance. En Afrique, des enfants qui ne mangent que du manioc, ils ont un gros ventre, ils sont mal nourris,
et leur cerveau est mal nourri. C'est-à-dire que la nutrition a un impact sur le cerveau. Et ça, c'est l'épigénétique. Tu as pu rattacher l'impact de l'épigénétique sur le monde de la glisse? Moi, je pense que le plaisir qu'on tire du surf, la résilience que l'on peut tirer de la résistance, la résilience et la résistance résultent de l'épigénétique de la pratique du surf. La pratique du surf, le fait d'en faire 3 heures, 4 heures par jour, dans des conditions qui non seulement développent les muscles, mais permettent d'adapter l'esprit et d'en tirer du bonheur, de produire des endorphines et de l'ocytocine, qui sont les hormones du plaisir, renforce le pouvoir épigénétique de la résilience, le pouvoir musculaire en même temps. Tu sais, on a découvert que de faire de la muscu devant une glace fait plus grossir les muscles que de faire de la muscu tout seul dans le noir. Mais c'est vrai. Génial. Ben oui. Est-ce que la méditation a aussi des impacts très nets, très concrets? C'est prouvé. Il y a des tas de publications que j'ai, que dans mon livre, tu les trouveras. Dans mon livre, La Symphonie du Vivant, je donne des publications, des références sur le rôle de la méditation, sur le réveil de certains gènes et l'endormissement d'autres gènes. Les gènes de stress s'endorment. Par contre, les gènes de la résilience, du plaisir, du bonheur, les endorphines se réveillent. Donc la méditation a un effet épigénétique, c'est prouvé. Alors peut-être toi, Joël, vu que tu es à la pointe sur ces sujets-là, que tu as une longue expérience de tout ça, est-ce que tu peux un peu nous partager tes routines quotidiennes pour être en forme, pour te sentir bien? Oui, d'abord dans mon livre La Symphonie du Vivant, j'ai 2 pages qui disent comment faire de la méditation sans problème, sans difficulté. Donc j'ai 2 pages qui le décrivent très bien. Je pense que l'important de la journée, c'est d'abord le petit déjeuner. La nutrition du petit déjeuner est fondamentale, avec du jus d'orange, beaucoup de liquide, du thé vert, du muesli, des céréales, des graines, des fruits, des jus de fruits. Donc le petit déjeuner est fondamental le matin. Le déjeuner est important aussi, mais léger. En général, des grillades ou des salades ou du poisson. Et le soir, ce sont des trucs genre paysannes, c'est-à-dire des soupes, des soupes très riches et des légumes. Voilà un peu c'est la diététique que j'ai bien décrit dans mon livre La Malbouffe, que j'ai écrit avec ma femme. Tout est écrit dedans et je continue à le pratiquer. Les piliers, toi aujourd'hui, pour te tenir en forme, c'est 1, la méditation, 2, la nutrition. Oui. Donc là, avec le régime que tu viens de décrire. 3, je comprends que tu te fais des exercices quotidiens. Quotidien. J'ai 3 machines chez moi. J'ai un vélo, j'ai un rameur, j'ai un elliptique. Et je fais 40 minutes ou 50 minutes de machine tous les jours. Donc j'ai des machines chez moi, ça c'est fondamental, indispensable. Et c'est aussi la bienveillance, l'art de la communication avec les gens, l'anti-stress, pour ne pas se stresser et toujours se sentir utile et sentir proche des gens, bienveillant et communicant. Tu te mets en colère de temps en temps? Oui, mais ça m'arrive pas d'être expansif dans ma colère, d'une colère rentrée, d'une colère sourde. Et je trouve tous les moyens, tous les mots et toutes les attitudes avec le body language pour exprimer ma colère, mais c'est pas une colère violente, je casse pas des trucs, je jette pas des objets aux gens, mais j'en ai, évidemment, mais c'est surtout dans les mots et dans le langage du corps. Toi, tu es un homme de médias aussi, puisque tu l'as dit, tu aimes expliquer, tu aimes vulgariser, tu as fait plein de travaux, mais tu as aussi beaucoup communiqué sur tes travaux, sur plein de sujets. Je crois que c'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Tu as eu des émissions sur France Culture, sur Europe 1, sur TF1. Tu as écrit un livre, je crois, qui s'appelle La révolte du prolétariat, des masses médias aux médias de masse. Pronétariat. Ah oui, pronétariat, exactement. Les gens qui sont pour et sur le net, La révolte du pronétariat, qui était un livre visionnaire avant qu'on en parle. Si tu le relis, ce bouquin, il disait tout ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que c'est un livre qui date de 2005 ou de 2006 de mémoire. 2005. Ah, 2005. Donc 2005, on est juste avant Facebook. Voilà. Facebook, c'est fin 2006, début 2007. Et ce qui est super intéressant dans ce livre, et là je vais te faire l'éloge, c'est que effectivement tu décris ce qui s'est passé pendant 10 ans, et notamment l'empowerment via les médias, c'est-à-dire que avant qui pouvait communiquer? Ceux qui détenaient les chaînes télé, les journaux, les radios, et c'était tout. Et puis grâce au web, aujourd'hui, quelqu'un comme moi, par exemple, peut avoir ce podcast avec toi et
et diffuser ça où je veux dans le monde. Ça peut être en ligne au moment que je veux. Je peux avoir de l'influence et tout ça. Exactement. Toi, tu portes, avec le recul, là, tu as écrit ce livre il y a 15 ans. Quel regard, par exemple, sur les nouveaux médias, les podcasts, les chaînes YouTube Je pense que malheureusement, quelquefois, ça se retourne dans le sens négatif. Je pense que les réseaux sociaux, quelquefois, promulguent la haine, la destruction, la désinformation, malheureusement. Donc, il faut qu'on contribue tous à changer ça. Je pense que l'étape suivante, c'est pas ça. L'étape suivante, c'est la communication directe du cerveau vers l'écosystème numérique dans lequel on est, comme fait Elon Musk avec sa puce Neuralink. Moi, je pense que le futur, c'est ça, c'est avec ce qu'on appelle la réalité virtuelle, la réalité augmentée, grâce à des lunettes spéciales, un casque qui nous permettra de communiquer presque par transmission de pensée avec les gens. Moi, quand tu me dis ça, je t'avoue, mon premier réflexe, ça me fait un peu flipper. Toi, tu te dis ça, c'est comme ça que ça va être et ça va être bien, ou comment tu vois le truc? Parce qu'une fois que tu me dis ça, moi, ça me fait un peu peur. Je dis pas que ça va être bien, je dis que c'est comme ça que ça va être, à nous de faire en sorte que ce soit bien. Donc il faut pas avoir peur. Il faut essayer de dominer ces sujets, comme au début la radio, la télévision, l'automobile. Au début, ça fait peur. Et quand on le domine, eh bien, ça peut être un sujet d'accident, ça peut être positif ou négatif. Donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, elle sera là. C'est obligé. On aura des petites lunettes comme des lunettes de vue qui mettront devant nous des images en relief en couleur, des hologrammes en 3 dimensions. On verra des matchs de foot devant nos yeux. On verra nos interlocuteurs comme s'ils étaient là, présents en hologramme. Donc ça, c'est la réalité qui arrive. Elle arrive, ça ne me fait pas peur. Moi, je me dis, vaut mieux le savoir et vaut mieux le prédire, vaut mieux en parler pour nous y préparer qu'en avoir peur. Tous ces médias permettent de relayer des opinions, des contestations, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Hein. Je pense à MeToo, à Black Lives Matter et tout ça. On vit un peu une vague comme il y a eu un peu dans les années 60, où il y a vraiment une vague forte de contestation. Le surf à cette époque-là faisait partie des... J'ai l'impression, tu vas me confirmer ou pas, mais j'ai l'impression que le surfeur dans les années 60, c'était un contestataire. Il a participé aux revendications, il était sur les campus américains pendant les manifestations contre le Vietnam. On retrouvait l'esthétique et des surfeurs à Woodstock. J'ai pas le sentiment que ce soit le cas aujourd'hui. J'ai l'impression que le surf est devenu super populaire. Il y a plein de gens jeunes, cool, qui surfent. Mais j'ai l'impression que il y a plus de contestation. Est-ce que pourtant il y a des similitudes à ton avis? Non, tu as tout à fait raison, ça a complètement changé. Au début, le surf, c'était un peu les gars qui dormaient sur la plage, qui fumaient des joints, qui se faisaient un peu de fric d'argent de poche pour rester dans la ville où ils voulaient surfer. Et c'était plutôt des contestataires et des gens qui étaient critiqués, très craints par les mairies des villes. À Biarritz, je m'en souviens, la plupart des surfeurs qui dormaient sur la plage étaient vachement mal vus. Certains ont d'ailleurs, les frères Lartigot, qui ont été parmi les premiers surfeurs, ont été faire un petit tour en tôle. Leur père les a expédiés en Australie pour qu'ils se calment. Donc ça a été plutôt une contestation et une mauvaise époque, une mauvaise influence. Et ça a complètement changé. Maintenant, le surf est devenu un sport comme les autres. Les gens viennent faire du surf à Biarritz comme on fait du ski à Chamonix. Et il y a des magasins partout, d'équipements de sport, de planches, de leash, des leçons. Tu regardes dans les côtes des Basses, il y a des cabanes de profs de surf les unes à côté des autres. C'est incroyable. Donc c'est devenu un sport populaire, pacifique, et qui est loin de la contestation. Est-ce que toi, tu étais un contestataire à l'époque? Oui, bien sûr. Je l'étais. Qu'est-ce qui te semblait à l'époque important de changer? La contestation que j'avais, c'est toujours la même qu'aujourd'hui. C'est l'excès de richesse par rapport à la pauvreté. La contestation, c'est l'excès des super riches liés à une forme de capitalisme, de développement désordonné. Et je l'avais dès cette époque, je l'ai toujours aujourd'hui. Donc, j'ai pas changé. Ouais, donc tu dis, c'est qu'il y a 60 ans, cette contestation, elle était, c'était la même qu'aujourd'hui, en fait. Ça n'a pas changé du tout, quoi. Sur les multiples lignes de ton CV, là, je profitais de ton expérience des années 60 pour revivre un peu ça et voir dans quel contexte a émergé le surf dans les années 60. Je vais m'appuyer sur une autre ligne de ton CV qui est une des plus cool, puisque parmi les nombreuses choses que tu as fait, tu es futurologue. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça recouvre, futurologue?
C'est aussi prospectiviste. Et les deux mots futurologue ou prospectiviste, c'est la même chose. Prospective est un mot qui a été créé par Gaston Berger dans les années 50. La prospective, c'est l'art de se passer au futur pour regarder les éléments du présent, essayer de voir comment ce futur est en train de se construire à partir de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la prospective, alors que la rétrospective, c'est de regarder le passé pour essayer d'anticiper le futur. Mais moi, je ne crois pas à la rétrospective, je crois plus à la prospective. Alors la prospective, en anglais, ça n'existe pas le mot. On dit futuriste, un type qui étudie le futur, une fille ou un garçon qui étudie le futur. De ce mot futuriste en anglais, on a traduit futurologue en français. Donc prospectiviste et futurologue, ça veut dire la même chose. Peut-être à court terme, moi j'avais envie de te faire réagir sur les vagues artificielles. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai deux choses. À la fois, je suis pour, je l'avais prédit depuis longtemps, et en même temps, je suis réservé. Je suis pour parce qu'avec des vagues artificielles, plein de jeunes pourront s'y mettre dans des lacs ou dans des endroits où il n'y a pas de vagues pour apprendre, pour avoir envie d'aller dans la vraie mer. Ensuite, les vagues artificielles, ça dépense beaucoup d'énergie. C'est pas la réalité, c'est pas le vrai monde. C'est quelque chose qui, quand même, est commercial, nécessite un endroit spécial construit pour ça, soit une piscine spéciale, soit un bassin spécial. Donc, l'artificiel, justement, entraîne du commercial, de l'argent, des investissements et parfois des destructions d'endroits naturels. En ce moment, il y a une grande discussion autour de Saint-Jean-de-Luz pour créer une piscine à vagues artificielle en détruisant des arbres d'une belle forêt. Tout le monde est contre. Moi, j'ai voté contre. Il y a une pétition qui a circulé pas mal. Et moi, j'ai pris parti contre. Donc, il y a à la fois du pour et du contre. Le pour, mettre des jeunes à l'envie de s'y mettre, mais en même temps, le contre de saccager des espaces naturels. Et moi j'ai un peu la même position que toi, c'est-à-dire que dans le contexte ambiant, tu vois, je me dis, c'est encore du béton, c'est de l'énergie et tout ça, et puis dans le même temps, je me dis, c'est vrai qu'avoir ça, moi je suis établi à Paris, et je me dis, on a ça en région parisienne, c'est des gens qui peuvent facilement aller surfer, c'est moins de déplacements en voiture, c'est peut-être moins d'avions pour aller surfer à l'autre bout du monde. Je suis d'accord avec toi, Matt, mais moi je vais te dire un truc pour lequel je suis pour et dont on n'en parle pas assez. C'est pas tellement pour les vagues artificielles, c'est la modification des fonds pour avoir avec des vagues naturelles les meilleures vagues. Ça fait des années que je dis ça. L'océan te procure le swell. À gauche de la côte des Basses, il y a des rochers qui s'appellent la Mouscariette. Tu arrangerais un peu les rochers de la Mouscariette et tu fais la plus belle gauche de toute la côte basque et de toute l'Europe. T'as jamais réussi à initier un projet comme ça? Non, parce que ça coûte du fric et les maires veulent pas. Les mairies veulent pas investir là-dedans. Donc j'ai même proposé à Madia Malo-Marie, quand elle était maire de Saint-Jean-de-Luz, de modifier Sainte-Barbe pour en faire un des spots les plus parfaits d'Europe, où on pourrait organiser le championnat du monde de surf dans des conditions parfaites. Elle m'a dit, mais non Joël, mes administrés ne voudront jamais qu'on transforme la nature, qu'on change l'écologie, qu'on change les fonds. Alors, c'était ça l'idée. Je lui ai dit, mais vous vous rendez pas compte qu'en changeant les fonds, on va faire une vague magnifique que tout Saint-Jean-de-Luz et toute l'Europe viendront voir. De cette digue, vous pourrez faire les plus belles compétitions du monde. Ah non, mes administrés voudront pas. Voilà. On touche à la nature, les gens se paniquent. Et du coup, on fait des vagues artificielles parce que derrière, il y a une rentabilité économique, alors que... Le truc sympa à faire, c'est d'utiliser les vagues naturelles, mais de changer les fonds pour faire des vagues parfaites. Elles sont pas artificielles, c'est des vagues naturelles. Même en changeant le fond, je fais une magnifique gauche, une magnifique droite, ou un pic droite-gauche en changeant le fond. Je sais comment faire. Ah, ça me plaît, ça. J'ai fait venir Jacques Rougerie, le spécialiste des fonds marins. Il est venu à Biarritz avec moi, on a mis des masques, on a été regarder tous les fonds. Et il m'a dit, mais c'est complètement possible ce que tu dis, Joël. Il suffit d'aller à la Rune, chercher des pierres de la Rune, les mettre à tel endroit et tu crées des vagues magnifiques. Moi, je suis pour. Beaucoup plus que les vagues artificielles. Je suis pour les vagues naturelles en modifiant les fonds. Mais ça, en plus, c'est des projets qui sont pas si chers. J'imagine qu'on parle de centaines de milliers d'euros, ou un petit million, quoi. Absolument. Et Quicksilver devrait se passionner pour un truc comme ça, avec l'accord des mairies. Mais les mairies veulent pas, ils ont peur. Ok, on lance un appel aux maires et aux administrés. Si quelqu'un veut nous trouver une mairie compréhensive en Vendée ou en Bretagne, vous regardez. On milite un peu pour ça, crée une pétition auprès des surfeurs sur Internet. Excellent. Je vais refermer le chapitre scientifique, chercheur, pour revenir un peu sur l'homme. Ceux qui te connaissent, qui t'ont vu, savent qu'il y a une personne qui est très présente dans ta vie, c'est ton épouse, hein, tu la cites souvent, Stella. Absolument, elle est fondamentale, c'est l'étoile de ma vie. On dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Sur Mordu, on aime bien la version moderne, inclusive. Derrière chaque rider passionné, il y a souvent une personne très compréhensive. Toi, je crois que Stella, elle ne ride pas, elle ne surfe pas. Elle est formidable, c'est ce qu'on appelle une surf widow.
C'est-à-dire je la trompe avec ma planche, mais elle s'en fout parce que je suis dans l'eau. Et elle regarde dans la voiture ou elle regarde sur la plage. Donc elle m'a accompagné partout. Elle m'a accompagné dans plein d'endroits de surf dans le monde avec moi. Elle connaît les surfeurs. Elle connaît toute la famille des surfeurs dans le monde qui l'appellent par son petit nom. Et donc c'est une surf widow formidable, complètement compréhensive, où je rentre pas déjeuner quelquefois. Je reste, tout le monde déjeune et moi j'arrive à 3h30, 4h parce que les vagues étaient bonnes. Et donc elle est formidablement compréhensive. Elle est géniale. Est-ce que le rider, c'est forcément un grand enfant? Est-ce que toi, à 80 ans, t'es encore capricieux, un peu égoïste pour aller rider? Oui, absolument. Il y a une forme d'enfantillage, une forme d'enfant d'adolescence dans le surf. Moi, je suis un grand enfant à 83 ans. Je suis aussi passionné de surf que je l'étais avant. Dès que je prends une belle vague et que mes copains me félicitent en remontant vers le spot, ils me font le pouce en l'air. C'est formidable. C'est un sport d'équipe, finalement. C'est pas un sport individuel. Tous tes copains qui te connaissent comment tu surfes, ils te félicitent, ils te disent t'as pris une belle vague, c'était bien ridé, tu étais dans le curl, t'as fait un head dip. Donc ça continue à donner beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, à la fois sportive mais aussi intellectuelle. T'es absolument réconcilié avec cet enfant, toi, quoi. Tu l'assumes pleinement et des fois jamais tu te dis oh là là. C'était là, ça fait 60 ans que je la fais chier avec mon surf. Des fois, je suis réconcilié, mais je me dis que j'en ai trop fait. Quelquefois, où il y a même des copains qui me le reprochent. Je me rappelle avant que ce pauvre Murphy Lartigot meure, il est mort il y a 3 ans. Lartigot, il me disait, mais Joël, tu en as tellement fait pour le surf, maintenant, tu n'as pas à te plaindre qu'il y a trop de monde. Toi, tu cites, hein, t'as pas mal cité de tes potes de l'époque. Il y en a un certain nombre qu'on retrouve sous l'appellation les tontons surfeurs, hein, dont tu es le leader. Hein. Donc les tontons surfeurs, c'est ton groupe pionnier du surf. C'est très documenté. Il y a des super bouquins, des super reportages. Là, j'ai notamment un livre de Alain Gardinier sous les yeux qui s'appelle Les tontons surfeurs aux sources du surf français. Il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus que moi et un autre, ils ont disparu presque tous. Hein. Je voulais profiter de t'avoir pour savoir s'il y avait des tatas surfeuses. Est-ce que vous étiez qu'une bande de potes, de mecs à surfer à l'époque, où il y avait déjà... et s'il y avait des nanas Des tantines surfeuses, bien sûr, il y en a qui ont commencé avec nous. Dans les premières photos de surf que tu verras sur mon site web, Origine du surf, il y a des filles. Et ces premières surfeuses, elles ont 60 ans, 65 ans maintenant. Elles ont commencé avec nous, donc il y en a eu. Il y a des tantines surfeuses. Les tantines surfeuses, excellent. Il y a quelque chose aussi, moi, qui me marque quand je vois ta vie d'homme et tout ton parcours. C'est très rare d'avoir des gens qui, comme ça, réussissent à avoir une vie professionnelle aussi épanouissante que la tienne et qui continuent pourtant à rien lâcher sur leur passion de jeunesse. Il y a un mot-clé, c'est la complémentarité. Pour moi, la complémentarité entre la vie intellectuelle et la vie sportive a été essentielle dans ma vie. J'ai toujours fait de la compétition de ski. Pendant longtemps, j'ai commencé à 14 ans. J'ai fait de la compétition de ski, j'ai fait du slalom géant. J'ai été classé en 3e série nationale universitaire en slalom géant. Donc, compétition de ski, compétition de surf. J'ai fait du hockey pendant assez longtemps aussi. J'ai fait du hockey sur glace à la piscine Molitor avec tout l'équipement. Et donc, compétition de hockey, compétition de ski, compétition de surf. Donc, je suis habitué à la compète. J'aime bien la compétition. J'aime bien me bagarrer contre les autres. Et donc, c'est cette discipline pratique qui m'a jamais quitté. Donc, entre l'intellect, la recherche, la science, le consulting, les startups et le sport, c'était une continuité qui n'était pas une coupure. Ça marchait ensemble. Et ça a toujours marché ensemble, et ça continue. Il y a un moment, tu as aussi travaillé dans la finance, tu faisais du venture capital. Moi, j'ai travaillé un peu dans ce monde-là où il y a des gros horaires. On peut travailler la nuit, le samedi, le dimanche. Comment toi, tu faisais pour continuer à surfer? Si tu veux, j'ai réussi, je pense. J'ai eu des patrons quand même dans les boîtes où j'étais, dans la boîte de venture capital. J'ai eu des patrons à Pasteur. Les patrons que j'ai réussi à les convaincre que j'avais besoin de ce sport absolument essentiel pour moi. Je me rappellerai toujours quand j'ai été voir mon patron de thèse, Marc Julia, en blouse blanche dans son bureau à l'Institut Pasteur, et que je lui ai dit « Professeur, je suis invité à faire les championnats du monde en Australie. Est-ce que vous me permettez de m'absenter pendant 1 mois ?» Il m'a regardé dans les yeux en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, le surf ?» Je lui ai expliqué. Il m'a dit « Écoutez, peut-être que cette oxygénation vous donnera des idées pour votre thèse. » En fait, il avait raison. Quand je suis revenu d'Australie, j'ai eu des idées nouvelles pour ma thèse, qui étaient bien meilleures que celles que j'aurais eues si j'étais resté à Paris, dans la mauvaise atmosphère parisienne. Donc, il y en a qui m'ont compris, ils m'ont laissé y aller. Et donc, j'ai toujours eu ce côté un peu déviant avec tous les patrons avec qui j'ai travaillé, de leur faire comprendre que j'étais un surfeur dans l'âme, un surfeur dans le corps, et qu'ils avaient besoin de me laisser cette liberté. Excellent. Et tu as toujours réussi du coup à te ménager cet espace pour toi, pour continuer à concilier les deux? Oui, je crois que c'est parce qu'ils ont vu les résultats. Ils ont vu que les résultats sportifs sur mon corps, sur mon train de vie, sur mon style de vie et sur mon intellect,
ça marchait. Donc ils ont dit, allez-y, c'est pas un défaut, au contraire. Joël, il y a un autre sujet dont je t'ai entendu parler récemment et qui te tient à cœur, c'est la coéducation intergénérationnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Mais le thème de coéducation, pour moi, est fondamental. Je pense que l'éducation pyramidale traditionnelle de l'éducation nationale a fait son chemin, a ses défauts. Du haut de la pyramide vers le bas, on ne peut pas enseigner correctement, il faut administrer une certaine forme de pouvoir. Je pense qu'avec Internet et l'écosystème numérique dans lequel on est aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'enseigner quelque chose à d'autres gens. On le voit avec les jeunes qui apprennent à leurs parents ou à leurs grands-parents à utiliser Internet. Donc je suis pour ce que j'appelle la coéducation intergénérationnelle. Et ça, c'est mon grand sujet du futur. Les jeunes peuvent enseigner aux seniors les technologies nouvelles de la communication et de l'accès au réseau et de l'écosystème numérique. Et les seniors peuvent expliquer aux plus jeunes la contextualisation des choses sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan philosophique. Donc je crois beaucoup à cette coéducation intergénérationnelle et je m'efforce beaucoup de consacrer du temps là-dessus en ce moment. Et du coup, tu as une plateforme web, ça se matérialise comment aujourd'hui? À la Cité des Sciences, on a des systèmes qu'on appelle des masterclass. Des masterclass, c'est-à-dire que les jeunes se forment entre eux, ou des gens plus âgés. Les seniors, comme moi, forment des gens plus jeunes. Et donc, c'est la coéducation à l'œuvre. Voilà. Quand je vois tout ce que tu as fait et tout ça, il y a forcément une question que j'ai envie de te poser. C'est de savoir s'il y avait une chose au cours de ta vie que tu aurais aimé faire différemment, ce serait laquelle? Jouer de la musique. J'ai acheté une heure Yamaha électronique, mais j'étais trop paresseux. Au lieu de faire des accords avec tous les doigts, je faisais des accords avec un doigt. Parce qu'avec ça le prix d'orgue électronique, tu fais un accord parfait avec un doigt. Donc je regrette de l'avoir utilisé. J'aurais aimé bien jouer du piano. J'avais acheté une guitare aussi. J'ai appris un peu la guitare. Je savais faire quelques accords à guitare. Mais j'ai jamais bossé plus loin. Mais je pense que j'ai suffisamment de temps encore devant moi pour me mettre à la musique et à la cuisine. Ah, excellent, excellent. Eh ben, écoute, j'ai hâte d'entendre ça. Joël, on arrive à la fin de cet épisode. Pour terminer Mordu, je demande à mon invité qui il aimerait écouter lors d'un prochain épisode. Est-ce que toi, il y a une personne que tu aimerais écouter sur Mordu, un rider ou un athlète ou quelqu'un qui t'inspire et dont tu aimerais faire profiter les gens qui écoutent Mordu? Essaye de voir si tu peux avoir Jacques Attali. Il est un peu snob, il pose beaucoup de questions sur les émissions, mais en général, il est tellement intelligent, il dit des trucs tellement intéressants. Jacques Attali, c'est bien. Excellent. Eh ben, écoute, je le contacterai de ta part alors. Oui, essaye. Un grand merci pour ton temps. C'était super intéressant. Et puis, je te dis, on reste en contact. Merci de tes questions, merci de ton invitation. Salut Joël, ciao. Un grand merci à Xavier et Daniel qui ont arrangé et organisé cette incroyable rencontre avec Joël. J'espère que vous vous êtes autant régalé que moi. Je retiens notamment les 4 piliers de Joël pour une vie saine et équilibrée. L'alimentation, la méditation, le sport au quotidien et enfin la bienveillance avec les autres. Vu son parcours, ça me semble une bonne idée de l'imiter. Merci à tous ceux qui nous suivent et nous écoutent régulièrement. Je vous le rappelle, la meilleure façon d'aider le Mordu, c'est de nous aider à avancer. Alors envoyez vos commentaires sur les comptes Insta et Facebook, Mordu le podcast, et abonnez-vous et notez Mordu sur votre appli préférée pour écouter, ça nous aide énormément. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, allez écouter les fat interviews des surfeurs Justine Dupont et Damien Castera, vous allez kiffer. On se retrouve dès la semaine prochaine dans Mordu pour un nouvel épisode de Tendance Ride. À très vite. Sunday Night Production.